Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment extraire la piste son d'un film argentique qu'on a scanné. Dans notre cas ici, on a un film positif sonore 16 mm qu'on a scanné avec le Syntel de Blackmagic. Mais comme on ne dispose pas du module qui permet de lire et numériser le son en même temps que le scan de l'image, on doit avoir recours à une solution alternative. Ça s'appelle AEO Lite. C'est un logiciel gratuit et open source. Ça fonctionne sur Windows, Mac et Linux. C'est assez simple d'utilisation et surtout, ça marche plutôt très bien. La première étape est donc d'avoir le fichier vidéo du scan avec la piste son bien visible. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à aller voir le tuto qu'on a fait sur le scanner Syntel. Tout y est détaillé pour obtenir le fichier à partir duquel on va travailler. Alors, une fois qu'on a lancé AEO Lite, on va cliquer sur Nouveau projet. On va choisir Fichier vidéo dans le menu déroulant. Et on va naviguer jusqu'au fichier du scan. On nous propose de mettre la vidéo en mémoire tampon. On clique sur Oui. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, dans la fenêtre principale, on va préciser la cadence d'image du scan. Pour nous, ça va être 24 images secondes. On remarque qu'une fenêtre de lecture est apparue. Dans cette fenêtre, on va trouver une série de repères, des lignes colorées, qu'on va régler et bien caler pour guider le logiciel pour qu'il puisse extraire de notre scan un fichier son optimal. Ici, il y a une barre de défilement. On va naviguer jusqu'à une image qui va nous intéresser, avec la piste son bien définie. Comment fonctionne le logiciel ? Il va tout simplement lire la piste son analogique qui est ici à droite, image par image, et l'interpréter en un nouveau fichier son au format numérique. Cette piste analogique qu'on ne voit pas lors d'une projection, puisqu'on ne projette que l'image, elle est visible ici car lors du processus du scan, chaque photogramme est capturé dans une fenêtre qui englobe toute la largeur de la pellicule, pas seulement l'image. Donc on voit bien la piste son à droite, mais aussi les perforations à gauche qui permettent l'entraînement du film. Et on a aussi un morceau du photogramme précédent et un morceau du suivant. Ça veut dire que si on demandait au logiciel de lire les informations de la piste telle qu'elle apparaît sur notre scan, on aurait des doublons sonores à chaque image. Il va falloir qu'on utilise les repères et qu'on les cale correctement pour qu'il n'y ait pas ces doubles lectures et éviter les anomalies audio. On va commencer par préciser la nature de notre piste. Donc on a la possibilité de choisir mono, stéréo ou push-pull. Notre film à nous est en mono. Ensuite, on va définir dans l'image la zone où se trouve la piste son. On ramène un repère de part et d'autre de la piste. On essaye de resserrer le plus possible la zone englobée par les repères. On fait ça en fait parce que plus on laisse d'espace vide autour de la piste son, et plus le signal perd en amplitude, donc plus il est faible. On va cocher la case Show Soundtrack Only pour plus de précision. On voit bien ici l'amplitude du signal interprété par le logiciel. Et quand on éloigne les repères du bord de la piste son, on voit qu'on perd en amplitude. Il faut quand même être attentif à ne pas faire l'erreur inverse et trop resserrer les repères. Si les sommets de forme d'onde, donc les crêtes de notre piste son, dépassent les repères, tout ce qui est en dehors n'est pas lu, n'est pas interprété par le logiciel. Ça donne alors un signal dont il manque une partie des informations, comme un son qui sature. Donc le résultat est complètement déformé, ce qu'on cherche à éviter. Pour vérifier que les repères sont correctement placés, je vais faire défiler le reste du film. Ici, par exemple, pour ce passage du film, on voit que j'ai trop resserré. On a les crêtes de la piste qui dépassent les repères. Donc je corrige ça. Je continue. Donc c'est bon pour le reste de la piste. L'étape suivante, c'est de cocher Picture Strip. On va définir la largeur de l'image avec ces deux repères supplémentaires. Le logiciel en fait se sert aussi de la largeur de l'image pour se caler correctement.
Par contre, contrairement aux autres repères, on peut se permettre d'être assez approximatif. Si la qualité visuelle de la piste son est assez bonne, on peut même se permettre de ne pas activer ces repères. Dernière étape pour le calage des repères, ça va être la hauteur de l'image. Choisissez une image pour laquelle la séparation entre chaque photogramme est bien visible. On va régler les curseurs Frame Pitch Start pour le haut de l'image et Frame Pitch End pour le bas. Notez que Frame Pitch End ne déplace pas le repère en tant que tel, mais une zone, la zone grise, dans laquelle le logiciel va lui-même chercher à caler le repère sur la fin de l'image. Ça permet de tenir compte de potentiels décrochages dans l'image. C'est quelque chose qui arrive, hein. L'image peut être légèrement décalée si par exemple le film a cassé, qu'on l'a recollé, mais que la réparation n'est pas parfaite. Donc si vous savez que le film que vous avez scanné est abîmé, essayez de repérer s'il y a ces décrochages comme ça, et en fonction, agrandissez peut-être la zone de recherche, la zone grise. Ça va vraiment dépendre de chaque copie. Si la copie et le scan n'ont pas ces soucis, la zone par défaut est très bien, et il n'y a pas besoin de la modifier. Alors au final, comment on sait si on a correctement calé nos repères? Il faut guetter cette partie-là de l'écran. C'est ici qu'on voit si la piste son de l'image suivante est bien calée par rapport à la piste de l'image qu'on a actuellement affichée. Je vous conseille de cocher Waveform Zoom pour voir plus précisément ce qu'on fait. Et on va peut-être choisir une image qui sera plus parlante pour comprendre cette étape. Voilà. Si on décale le Frame Pitch End et qu'on le met à un endroit où le logiciel n'arrive plus à retrouver la fin de l'image, on voit un décalage ici qui se crée entre la ligne verte et la ligne rouge. La ligne verte correspond à la piste son de l'image affichée et la ligne rouge correspond au début de l'image suivante. Le décalage entre les deux signifie que le calage n'est pas bon. On réajuste le Frame Pitch End et les deux lignes se chevauchent parfaitement. Et c'est comme ça qu'on a la certitude qu'il n'y aura pas d'anomalie de lecture et que le logiciel pourra nous sortir un fichier son comme il faut. Si l'alignement est parfait, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. L'étape suivante justement, c'est l'onglet Image Processing. C'est une série de réglages pour modifier la qualité de l'image de la piste son. C'est intéressant dans le cas où le scan ne serait pas de bonne qualité, avec par exemple un manque de contraste, une décoloration, des rayures, etc. Les réglages de cet onglet permettent de rattraper ça dans une certaine mesure. C'est une manière de rendre la piste son plus facilement interprétable par le logiciel. Il faut noter que la documentation pour AEO Lite indique bien qu'il s'agit d'une fonctionnalité expérimentale et effectivement je n'ai pas réussi à obtenir des résultats intéressants sur Windows. Les réglages ne semblaient pas s'appliquer. Par contre sur Mac ça fonctionne sans problème, donc je vais pouvoir vous montrer 2-3 choses. On va décocher le Waveform Zoom et cliquer sur Show Soundtrack Only. Ce que j'ai trouvé qui fonctionne le mieux dans notre cas, c'est la S-Curve. C'est une manière de jouer sur les contrastes, et ça tombe bien parce que sur notre scan, on a pas mal de bruit dans les zones qui se trouvent entre les pistes son. C'est comme de la poussière, du grain, et le problème c'est que ce grain va être lu et interprété par le logiciel en même temps que la piste son. Si on le laisse comme ça va générer un bruit parasite, un bruit blanc, qu'on va donc essayer de supprimer en jouant avec la S-Curve. Quand on active ce réglage, on peut modifier le contraste de la piste et donc diminuer la présence du grain. Le but est de ne garder que la forme d'onde de la piste son qui nous intéresse. Si jamais on veut comparer ce qu'on avait avant et ce qu'on a après ces corrections, alors je vais prendre un passage où il parle. Voilà, donc je me cale bien, je clique sur Set In, j'avance un peu dans le dialogue, je clique sur Set Out. On peut activer Show Soundtrack Only. On voit bien qu'il y a ce grain sur la piste. On ajuste le curseur. Et ce qu'on va faire, c'est demander au logiciel de nous numériser ce petit extrait entre le in et le out. Avec la S-Curve désactivée, on demande un New Sample. Qu'on enregistre du coup sur le slot 1.
Ensuite, on active la S-Curve. On demande un nouvel extrait. On l'enregistre dans le slot 2. Et ensuite, on peut comparer. On appelle l'eau du lac qui entourait le château pour faire taire les grenouilles. Et on appelle l'eau du lac qui entourait le château pour faire taire les grenouilles. Donc cette S-Curve agit un petit peu comme un débruiteur. Voilà, donc ça c'est l'outil que je trouve le plus intéressant. Après, le mieux c'est encore d'avoir, si possible, un scan de bonne qualité dès le départ. Dans l'onglet suivant, Extract Audio, on va pouvoir choisir les points de départ et de fin d'extraction de la piste son. Bon là, comme on a joué avec les extraits, on va revenir au tout début et on va faire Set In pour la première image, Frame In 0. Ensuite, on se remet tout à la fin. On clique sur Set Out pour la toute dernière image du film. On reste en 48 kHz et on va passer en 24 bits. Ce sont les standards du cinéma. Le Sound Timecode Advance est utile si on veut intégrer dans le nouveau fichier son un délai. Ça peut paraître contre-intuitif, mais sur une pellicule argentique, le son et l'image sont légèrement décalés. Et ce pour une raison très simple, quand on projette un film argentique, le lecteur son sur le projecteur est physiquement décalé par rapport à la fenêtre de projection, qui est l'endroit où l'image passe devant le faisceau lumineux. Sur notre projecteur, par exemple, en 16 mm, l'image passe devant la lampe ici, et le son est lu en amont ici. Donc sans ce décalage sur la pellicule entre le son et l'image, on aurait un son désynchronisé en salle. Du coup, dans le menu déroulant, on peut choisir le délai à l'image près. À noter que les délais entre guillemets standards pour le 16 et le 35 mm sont précisés. 20 images pour le 35 mm et 26 pour le 16. Alors je préfère ne pas mettre de délai du tout et caler le son manuellement sur la timeline de mon logiciel de montage. Il arrive que le décalage image-son de la pellicule soit légèrement plus ou moins que le décalage dit standard, donc autant ajuster à la main pour que ce soit vraiment parfait. Il n'y a plus qu'à choisir si vous voulez mettre le projet dans une file d'attente ou effectuer directement l'extraction. Vous pouvez cliquer sur Add to Queue et définir un dossier dans lequel l'enregistrer. Et ensuite, ça apparaîtra ici. Nous, on va l'extraire directement. On a toute une série de points qu'on peut préciser sur la nature du fichier. On peut ajouter des métadonnées, mettre un copyright, etc. Et c'est ici aussi qu'on peut choisir d'extraire la vidéo. La vidéo n'est pas forcément intéressante puisqu'elle sort uniquement du 480p et qu'il n'y a pas de réglage possible. Ça peut éventuellement aider, si on a réglé le Sound Timecode Advance, ça peut aider à caler le son numérisé et l'image d'origine du scan plus tard dans un logiciel de montage. On clique sur OK et on n'a plus qu'à patienter. Voilà, extraction terminée. On a maintenant un fichier son au format WAV qu'on va pouvoir placer sur un banc de montage avec le scan. Si ça vous a été utile et que vous avez des questions, ou si vous avez peut-être d'autres solutions ou suggestions pour numériser le son de films argentiques, n'hésitez pas à laisser un commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre, et en attendant, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et sais-tu ce qu'il faisait? Il frappait l'eau du lac qui entourait le château pour faire taire les grenouilles. Et que le maître puisse ronfler tranquillement.